Patrick Rousseau, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes enseignant en anglais à l'université Paris 7 Diderot et à IPCOM. Vous êtes aussi cofondateur de Polyglot Club et auteur aux éditions Studyrama de l'ouvrage Réussir l'oral d'anglais. Très juste. Alors nous allons revenir avec vous sur l'un des exercices imposés de l'épreuve de langue vivante au baccalauréat. Cet exercice à l'écrit est ce qu'on appelle l'essai en anglais, l'exercice d'expression écrite. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler comment se compose un peu cet exercice et qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Tout à fait. Alors je rappelle que l'épreuve écrite pour le baccalauréat en anglais se divise en deux parties. La compréhension de l'écrit basée sur un texte et l'expression écrite qui est très particulière avec des modalités spécifiques. Sa valeur d'abord puisqu'il s'agit de la moitié de la note de l'écrit en anglais. Noté sur 10, et puis la durée aussi, puisque l'écrit devrait représenter à peu près 1h20 sur les 3 heures de l'écrit en général. Donc 1h20 pour l'expression écrite, 1h20 pour la compréhension de l'écrit, et ensuite 20 minutes pour la relecture. Il est important de s'interroger sur la nature de cette épreuve, c'est-à-dire la question qui est posée. Alors, il peut s'agir... De quel type de question, voilà, quel type de sujet est-ce qu'on va retrouver? Est-ce que c'est en lien avec le document qu'on va trouver pour la compréhension de l'écrit? Très juste. Alors, ce sont des questions plus larges, plus générales, qui peuvent être soit des questions argumentative, donc pour un essai, une rédaction si on veut. Il peut s'agir d'une correspondance, d'une lettre, mais également d'un dialogue, d'un récit, par exemple, écrire la suite du document qui est proposé pour l'épreuve de compréhension de l'écrit, également un journal intime, et on se rend bien compte que pour chaque nature de ces écrits, le ton, mais aussi parfois le registre de langue va varier. Donc bien identifier en fait ce qu'on va demander à l'élève, quel type d'écrit on va lui demander pour qu'il adapte en fonction son vocabulaire et le ton qu'il va donner. Tout à fait. Il est évident que pour un dialogue ou parfois pour une scène de théâtre ou la suite du récit, on peut utiliser un registre plus familier sans tomber non plus dans l'impoli ou dans l'argotique. En revanche, pour un essai argumentatif, on essaiera de respecter une langue plus soutenue. Donc ça c'est important, cette question de registre. Ensuite, il faudra respecter une certaine méthode pour notamment l'essai, pour la rédaction, qui commence par une introduction dans laquelle on va proposer une transition pour éviter de répéter la question telle qu'elle, donc une transition pour amener le sujet. À la suite de quoi, on peut définir un ou deux termes clés pour bien circonscrire le sujet, expliquer de quoi on va parler de façon précise. Puis, bien sûr, arriver à une problématique. C'est une question que l'on se pose, une discussion, un problème qui est au cœur de la question posée et qu'il faudra identifier et reformuler sous la forme d'une problématique. Cette problématique est suivie logiquement d'un plan, puisque c'est le plan qui permettra d'argumenter, de structurer son argumentation de façon bien construite. Un plan qui annonce le développement des idées. Exactement. Alors il faudra veiller à ne pas présenter un plan de façon trop cartésienne, trop rigide, il faut que ce soit quand même assez fluide. Et ensuite, dans le développement, il va falloir argumenter en 2 ou 3 parties. Alors les 3 parties sont intéressantes parce que d'une part, ça évite de rester à un niveau superficiel sur les avantages et les inconvénients, sur le pour ou le contre, que la grande majorité des candidats va privilégier. Dans une 3e partie, on sera encouragé, souvent même forcé, de trouver, à approfondir et essayer d'aller au-delà des 2 parties précédentes pour justement creuser davantage.
Et là, donner son avis personnel ou pas du tout? Il ne faut pas du tout donner son avis Oui, bien entendu, il s'agit bien sûr de prendre position. Alors c'est recommandé justement dans cette troisième partie, hein, on peut traiter des avantages, des inconvénients, et dans la troisième partie, de dire ce qu'on en pense, ou du pour et du contre, et choisir donc dans la deuxième partie le point que l'on va choisir de développer pour soi, hein, d'un point de vue personnel. Alors toujours faire attention, respecter une certaine distance objective et toujours une certaine nuance dans ses propos. C'est très important ça, montrer on garde la tête froide et qu'on est capable d'argumenter, mais en prenant en compte tous les aspects d'une même question. Et donc ça, avant de conclure, hein, puisqu'il y a une conclusion à cette dissertation. Très juste. Alors la conclusion va servir à résumer brièvement ce que l'on vient d'évoquer dans chacune des parties, mais surtout à répondre à la problématique, hein, à la question que l'on s'est posée au début, de bien répéter sa position, hein, nuancée, mais prise de risque, positionnement personnel, et puis ouvrir la réflexion grâce à une question ou aborder un thème plus large, hein, qui permet là aussi d'ouvrir le débat. Très bien, alors maintenant que vous avez bien détaillé les différentes étapes, hein, de cet exercice, quels conseils vous pouvez donner pour réussir, notamment dans la préparation? Oui, alors toujours respecter, bien entendu, en fonction de la nature de l'expression écrite, le registre de langue approprié, hein, comme on a dit, hein, si c'est un essai, un registre plutôt soutenu, plus familier peut-être pour un dialogue. Ensuite, s'intéresser toujours à la structure, hein, de son argumentation, aux expressions, au lexique également, respecter le plan détaillé, bien sûr, toujours utiliser des mots de liaison pour respecter une logique, une cohérence dans son argumentation, écrire des paragraphes distincts, hein, sans doute séparer chaque paragraphe. Ça, c'est faciliter finalement le confort de lecture de l'examinateur aussi. Et ça permet de structurer ses idées. Exactement, oui, tout à fait. Ne pas oublier que cet essai ou ce texte est rédigé dans le but, hein, bien sûr, d'être évalué, mais aussi de convaincre, hein, et la meilleure façon de le faire, c'est d'être clair, hein, dans la présentation des idées. Et dans chacune des parties. Ensuite, on peut complexifier les énoncés, c'est-à-dire essayer de proposer des phrases un peu plus complexes, hein, dans la structure sans être trop longue non plus. Argumenter avec des exemples choisis dans le monde anglophone, hein, puisqu'on est aussi évalué sur ses connaissances culturelles, les informations qu'on a pu glaner sur différents pays du monde anglophone. Respecter bien sûr le nombre de mots, hein, puisque je rappelle que le texte ne doit pas dépasser 300 à 350 mots selon les sujets, avec une tolérance de 10%. D'accord? Donc pour un texte de 300 mots, entre 270 400, et 330, voilà, 400 s'il s'agit de 350 mots, mais ne pas dépasser cette limite de 10%, hein, au-dessus ou en dessous. À plus forte raison parce qu'on peut être pénalisé. Par exemple, si on écrit moins, par exemple 25% en moins, eh bien ça sera 25% de la note qui sera déduite. Oui, donc c'est très important lorsqu'on prépare son brouillon de savoir quelle longueur, hein, on va faire. Tout à fait, oui. Et aussi de garder du temps à la fin pour recompter. Absolument. C'est un élément essentiel. Réserver absolument au minimum 20 minutes pour la relecture, parce que quand on rédige, on se concentre forcément sur les idées, pas toujours sur la langue, hein, les éléments orthographiques ou grammaticaux, et donc il va falloir vérifier tout ça. Alors il est important aussi de faire une relecture par thème. Par exemple, se concentrer dans une première relecture sur le domaine du nom, hein, le nom, les adjectifs, les pronoms. Une deuxième relecture en se concentrant sur le domaine verbal, hein, les conjugaisons, les verbes irréguliers, les adverbes.
Et puis une troisième relecture sur le niveau de la phrase, et à ce moment-là, se concentrer sur la ponctuation, sur la syntaxe, l'ordre des mots, etc. Et bien sûr, vérifier à bien toujours écrire lisiblement et proprement. Est-ce que vous conseillez aux étudiants de s'entraîner avant ce genre d'exercice? Absolument, il faut rédiger régulièrement, le plus souvent possible, tout au long de l'année. Pour ça, il y a des exercices qui sont faits en classe, mais aussi à la maison, dans les devoirs, mais aussi dans les annales de bac qui sont proposés régulièrement dans des devoirs sur table ou dans des bacs blancs, hein, comme on les appelle, et qui sont faits justement pour se préparer dans les conditions de l'examen et notamment aux contraintes de durée. Le temps est fondamental, hein. C'est une épreuve qui est minutée, il faut absolument s'entraîner montre en main. Montre en main. Littéralement montre en main. Alors, bien sûr, pas avec un téléphone portable qui est interdit lors des épreuves, mais une montre et un chronomètre pour évaluer le temps à la seconde. Patrick Rousseau, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant en anglais à l'Université Paris 7 Diderot et à IPCOM et que vous êtes cofondateur de Polyglot Club, qui est une communauté internationale d'échange autour des langues et des cultures, et auteur aux éditions Studirama de l'ouvrage Réussir l'oral d'anglais.